Oui, donc, grand merci pour votre participation. Voilà, nous sommes déjà en bon nombre. Le webinaire d'aujourd'hui va commencer. Et vous êtes tous au courant qu'aujourd'hui, on va parler de la biodiversité, la lutte contre l'effondrement de la biodiversité dans la région francophone. Et cette région francophone, ça combine la région d'Afrique francophone, l'Europe, France, la Belgique, la Suisse, le Liban, l'Haïti, le Canada et les autres pays qui parlent un peu de français. Nous avons des animateurs dans pas mal d'autres pays qui vont nous rejoindre aussi. Soyez les bienvenus, nous sommes tellement contents. Ce webinaire vous a été organisé par le mouvement Laudato Si, et surtout la région francophone. Rappelez-vous que nous avons l'interprétation directe. Alors, chacune doit prendre la chaîne qui convient, dépendant de quelle langue vous aimeriez parler ou bien vous aimeriez recevoir la communication. Vous allez juste en bas, sur l'outil d'interprétation, c'est écrit interprétation, vous cliquez sur le signe là de globe, et puis ça va vous donner deux langues, l'anglais et le français. Et puis, cliquez sur la langue qui vous convient. Si vous préférez l'anglais, vous cliquez sur l'anglais. Si vous préférez le français, nous sommes déjà en direct en français. Le webinaire sera purement français, mais interprété en anglais. Merci beaucoup. Peut-être aussi, permets-moi d'informer un peu en anglais ceux qui n'ont pas encore saisi la communication. For those speaking English, you are invited to click on this sign of globe down where it's written interpretation. When you click on it, it will give you two languages, English and French. If you like to receive information in English, kindly click on English. You will receive everything in English and you will be able to participate. The interpretation is spontaneous. You have nothing to worry. Welcome. There will be a time where somebody will speak also in English. People of French will have to switch and go and change language so that they can receive. Thank you so much for joining us today. I would like to invite you to be with us and follow keenly. Je vous invite de nous suivre attentivement. Et puis, je vais inviter Serge Mlemboussa de commencer ce webinaire avec une prière. Et j'invite Caroline de nous partager la prière. Merci. Nous allons prier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu Tout-Puissant, tu es présent dans l'univers entier et dans la plus petite de tes créatures. Tu embrasses de ta tendresse tout ce qui existe. Répands sur nous la puissance de ton amour pour que nous puissions protéger la vie et la beauté. Remplis-nous de paix afin que nous puissions vivre comme des frères et sœurs, sans faire de mal à personne. Ô Dieu des pauvres, aide-nous à sauver les abandonnés et les oubliés de cette terre, si précieux à tes yeux. Apporte la guérison dans nos vies pour que nous puissions protéger le monde et ne pas en faire notre proie.
pour que nous puissions s'aimer la beauté et non la pollution et destruction. Touche le cœur de ceux qui ne cherchent que les gains au détriment des pauvres et de la terre. Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à être remplis d'admiration et de contemplation, à reconnaître que nous sommes profondément unis avec chaque créature dans notre voyage vers ta lumière infinie. Nous te remercions. Amen. Merci beaucoup, Serge, pour cette prière d'ouverture. Et à ce moment, j'aimerais inviter Caroline Wamboy. Elle travaille avec le mouvement Laudato Si. Elle est en charge des affaires de la biodiversité et changement climatique. Elle va nous faire l'introduction à ce webinaire d'aujourd'hui. Bienvenue, Caroline Wamboy. Merci, Stephen. Bonjour à tous. Hello, everybody. Thank you all for joining us today. The Biodiversity Conference that is coming later this year from the 5th to the 17th of December in Canada is a momentous conference that will see the post-2020 biodiversity framework adopted and for it to amplify the urgency of biodiversity loss. The Congo rainforest in Africa is the second largest tropical rainforest in the world, but it could be completely gone within 80 years because of deforestation. It influences rainfall patterns as far away as North Africa. And for people living inside these ecosystems, forests are a source of income, food, and medicine. Earlier this year in Nairobi, during the United Nations Convention on Biological Diversity meeting, we highlighted the plight of the earth through human-led actions that degrade our common home and amplified the plight of the poor who are most impacted by the climate change crisis and are least represented in this discourse. So consequently, we raised these concerns through a statement by the Symposium of Episcopal Conferences of Africa and Madagascar, SECAM, and was supported by the Ecclesial Network of the Congo Basin Forest, REBAC, together with Laudato Si movement, calling for no more biodiversity collapse. Ahead of COP15, amplifying the need to heed the cry of the earth and that of the poor, and that of the post-2020 global biodiversity framework should inspire action against all drivers of biodiversity loss. It should serve as a universal framework for all of us to take action by all governments and stakeholders from all sectors, and equally serve as a document that fosters cooperation and integrated approaches. This webinar connects the pre-COP meeting that happened in DRC from the 3rd to the 7th September that brought together scientists working in the areas of forest, water resources, climate change, climate finance, and related disciplines, reflect on the contribution of the forest of the Congo Basin and other tropical basins to fight against climate change, and mostly the effective ways to ensure their conservation. It also seeks to delve into the Francophone regional concerns on biodiversity collapse and heed the need to highlight these impacts on its people across the world. So I welcome all of you and looking forward to the deliberations. Thank you so much. Back to you, Stephen. Merci beaucoup, Caroline.
pour cette introduction au webinaire d'aujourd'hui. Et maintenant, j'ai le privilège d'inviter notre intervenant d'aujourd'hui, qui est Henri Mohia d'Oribac. Henri travaille à Oribac, il est secrétaire exécutif et se focalise sur la biodiversité. Monsieur Henri, bienvenue, nous vous écoutons. Merci beaucoup. Je salue tout le monde qui est en ligne et je suis content qu'on puisse se retrouver. En même temps que on parle ici de la rencontre qui a eu lieu à Yangambi, j'étais là effectivement. J'ai participé à cette rencontre jusqu'à la fin quand il y a eu le communiqué final qui a été lu par un professeur brésilien. Et on a parlé justement non seulement de la région du bassin du Congo, mais aussi de l'Amazonie et de l'Inde. Donc, ça veut dire qu'on s'est retrouvé là, le monde entier, sur la question du changement climatique. Et donc, entre autres, on a parlé des questions de la forêt. Et on était en pleine forêt équatoriale. Et là, je veux dire que c'est déjà un habitat de la biodiversité. Maintenant, je ne sais pas si je saurais partager un petit PowerPoint que j'ai préparé ici. Je ne sais pas. Est-ce que vous m'autorisez à partager? Oui, on vous autorise. Essayez. Alors, je sais pas, donc c'est ça. On me dit hold share sound. J'ai le document ici, mais je ne sais pas comment. Voilà. Est-ce qu'il est visible maintenant? Oui, nous voyons que vous êtes en train de... Voilà, il est là. Voilà. En fait, ça, c'est le titre. Lutte contre l'effondrement de la biodiversité dans la région francophone. Alors, quand on a dit la région francophone, c'est presque dans le monde entier, si je dois dire les pays francophones. On en a en Afrique, on en a en Europe, on en a en Amérique du Nord. Je ne sais pas s'il y a un pays qui est francophone en Amérique latine, mais je crois que non. Alors, moi, je ne peux pas parler des autres continents. Je vais me focaliser sur la partie Afrique, même si dans la partie Afrique ici, vous ne trouvez pas le Tchad où on parle le français aussi. Vous trouvez quand même les autres pays. Vous avez le Rwanda qui est en même temps anglophone et francophone. Vous trouvez le Burundi. Vous trouvez la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, le Congo-Brazzaville, le Cameroun, il y a le Gabon et voilà. Et là, si vous avez vu ce que j'ai présenté en premier, donc et vous avez la forêt qui peut être considérée comme un grand habitat de la biodiversité. Je ne veux pas définir la biodiversité ici parce qu'on entrerait dans les débats de définition, mais au moins ce que j'ai compris, c'est que on prend les végétaux et les animaux. En somme, les deux, c'est sur ça qu'on se focalise le plus. Quand on parle de la biodiversité, certains entendent dire comment on élimine les végétaux, comment on élimine les animaux dans les forêts, ainsi de suite, avec les commerces illégaux et le braconnage, ainsi de suite. Et là, vous voyez les différents endroits verts, ce sont les aires protégées de la partie Afrique centrale. C'est protégé, mais c'est aussi des endroits qui sont menacés parce que généralement, en dessous de ces endroits, vous trouvez les minéraux et vous trouvez autre chose. Donc, la biodiversité n'est pas que dans les forêts, alors elle est aussi dans les rivières. C'est pour cela que autour des rivières, vous trouvez ce qu'on appelle les marécages. On parle aussi
les tourbières. C'est comme ça que je présente les tourbières là-bas où on peut trouver aussi la biodiversité. Là, c'est le réseau hydrique du bassin du Congo. Mais à côté de ça, vous voyez d'autres réseaux hydriques qui sont là, qui n'ont pas été mis en exergue. Vous trouvez aussi de la biodiversité là-bas, comme les autres peuvent parler de la biodiversité dans les océans. Là, c'est encore le réseau hydrographique, donc je ne vais pas m'attarder sur ça. Mais vous voyez la biodiversité du bassin du Congo. En droite, vous avez la forêt, vous avez les animaux qui sont là-dedans. Vous avez les différentes espèces des animaux, mais vous avez aussi les oiseaux. Vous avez les reptiles, vous avez des poissons et les crocodiles, vous avez les chenilles aussi là, comme vous voyez. Et vous voyez là, c'est un grand serpent que les gens ont attrapé pour pouvoir aller manger, c'est le boa. Donc à côté, vous avez des oiseaux et les autres. Mais vous avez aussi ces différents fruits, donc qui font partie de la biodiversité parce que j'ai parlé de végétal et animal. Quelqu'un posait la question, est-ce que les humains font partie de la biodiversité? Je n'entre pas dans ce débat. Là, c'est aussi de la biodiversité. Alors, cette biodiversité est mise en difficulté par un certain nombre d'actions humaines. Cette image que vous voyez, ce sont des exploitants artisanaux de l'or. Tout autour, vous voyez des arbres parsemés à gauche et à droite. À l'endroit où vous voyez la terre nue, il y avait aussi des arbres, il y avait aussi de la verdure. C'est sûr qu'il y avait aussi des insectes qui vivaient là-bas, il y avait aussi des serpents qui vivaient là-bas, il y avait aussi d'autres. Mais l'humain a fait ce que vous voyez là-bas. Ça, c'est l'exploitation de la cassitérite ou des coltans. C'est la même chose. Ici, vous voyez, c'est une carte où vous trouvez les carreaux là que vous voyez, les lignes. Ce sont les blocs pétroliers. Les blocs pétroliers où on exploite le pétrole et généralement, quand on exploite le pétrole, on n'est pas épargné de pollution. Et ces pollutions ont un impact sur l'environnement et donc sur la biodiversité. Donc, c'est aussi un problème que nous vivons. Et vous avez à côté, là, c'est un exemple que je vous ai donné, vous avez à droite, là, vous voyez le feu de brousse. Quand le feu de brousse passe, les insectes, les serpents, les oiseaux, les animaux, ça meurt aussi. Je n'ai pas parlé de commerce, donc ça, vous pouvez voir, à droite, vous avez la forêt coupée, mais à gauche, vous avez, là, c'est le feu qui est passé, qui a, même si l'herbe va pousser, mais les bestiaux qui vivaient là-bas seront déjà morts. Et il est difficile de les récupérer. Même certains arbres, pour qu'ils aient encore la hauteur qu'ils avaient, c'est difficile. Et en bas ici, vous voyez, ce sont des petites constructions qui ont commencé. Donc, les humains, pour étendre leur habitat, ils vont enfreindre à l'habitat des autres espèces animales qui existent. Donc, ça, c'est encore les blocs pétroliers dont je vous ai parlé. Mais, je ne veux pas m'étendre sur toutes les images. On peut se poser la question, c'est quoi la biodiversité? Il s'agit de la diversité qui désigne l'ensemble des êtres vivants ainsi que les écosystèmes dans lesquels ils vivent. Ce terme comprend également les interactions entre les espèces, entre elles et avec leur milieu. On peut dire le caractère des espèces animales et végétales, comme je l'ai dit plus haut. Donc, la biodiversité est mise en mal à cause de ces interactions. Et dans ces interactions, on a l'impression que l'agent le plus nocif, c'est l'homme. Bon, l'homme doit vivre, il doit manger. Mais est-ce que ce qu'il fait pour trouver de la nourriture, est-ce qu'il tient compte de la capacité de régénération de la nature ou pas? C'est là le grand problème. Ça veut dire, vous pouvez prélever de la nature, mais vous devez tenir compte du temps de régénération. Le défi, c'est justement que, au fur et à mesure que le nombre des habitants augmente, à ce moment-là, on est obligé d'avoir plus de champs, et des espaces plus vastes, et les espaces plus vastes vont généralement à l'encontre de la préservation des forêts ou d'autres espaces qui sont considérés comme des habitats. Or, la surface de la Terre n'augmente pas. Du moins, la surface des terres qui sont émergées n'augmente pas. Nous avons les continents.
la superficie des continents n'augmente pas, et donc la superficie des pays non plus n'augmente pas. Le nombre d'habitants augmente, les besoins augmentent, et alors le problème, c'est de savoir comment gérer, comment faire l'interaction entre les humains et les autres espèces pour que ça ne disparaisse pas. Où on trouve la biodiversité, en fait, est-ce qu'on peut dire que c'est partout? Peut-être, mais on insiste aujourd'hui sur les forêts et les eaux comme habitat. Mais on peut parler aussi des marécages et des savanes. Est-ce que dans le désert, il n'y a pas la biodiversité? Il y en a. Est-ce que dans les mers, il n'y en a pas? Il y en a. Donc là, on peut réfléchir sur cela. Ce qui importe, c'est de savoir comment on ménage cette interaction entre les différentes espèces. Les menaces, il s'agit généralement de la destruction des habitats. Maintenant, nous avons des animaux avec lesquels nous vivons dans les villes, dans nos maisons. Comment nous les traitons aussi, parce qu'il s'agit aussi de la biodiversité. Les causes, j'ai parlé des humains. Mais les actions, qu'est-ce qu'on peut mener? À mon avis, parmi les actions, il y a d'abord l'éducation. Si on éduque les gens sur la nécessité de différentes espèces, parce qu'au départ, quand Dieu les a créés, il a trouvé que c'était bon et il a donné un rôle à chacune de ces espèces. Nous, les humains, nous avons été créés après. Donc, si on éduque les gens à l'importance de la différence de la biodiversité, je pense qu'on aura fait un pas dans la protection de cette biodiversité. Maintenant, il y a aussi comment on peut ménager l'équilibre entre les besoins économiques et la lutte contre la pauvreté. Si dans notre continent, on trouve moins de pauvres, mais au moins dans nos pays ici, je pense que la majorité compte des pauvres. Et la lutte, c'est de sortir de la pauvreté. Comment faire en sorte qu'on quitte la pauvreté sans trop détruire la biodiversité? C'est comme ça qu'on trouve des gens qui font le braconnage. Ils vont tuer des éléphants, ils vont tuer d'autres animaux protégés qui sont en voie de disparition, pourvu qu'ils aient de l'argent. Ils vont couper des arbres pour faire de la braise, alors ils menacent l'habitat, et voilà. Mais à côté de cela, vous avez les industries. Il y a un cas récent ici sur le fleuve Congo. C'est une entreprise qui exploite le diamant en Angola, dont le canal d'évacuation des effluents liquides a cédé, et la barrière a cédé, et alors la rivière Chikapa a été polluée. La rivière Chikapa est un affluent du fleuve Congo, et les eaux étaient devenues rouges, les poissons, les crocodiles, les hippopotames sont décédés. Comment faire pour éduquer les entreprises aussi? À côté de cela, je pense qu'il y a la réglementation. On s'est rendu compte que, par exemple, pour ce cas entre la RDC et l'Angola, il n'y a pas une réglementation qui permet aux Congolais de poursuivre cette entreprise angolaise. Cela peut se retrouver ailleurs, dans le continent ou dans le monde, où les multinationales, on ne sait pas comment les poursuivre, et où aussi les humains, parfois, vous avez des lois qui sont muettes. Autre chose, c'est la surveillance. Donc, on doit surveiller. Si on ne fait pas la surveillance, vous savez que la tendance de l'homme, c'est toujours vers le mal. Dieu lui-même s'en était plaint. Je pense qu'à partir des lois, à partir de l'éducation, on doit exercer une certaine surveillance qui permet de donner une sanction sociale et une sanction législative, si on peut dire, juridique ou je ne sais pas quoi. Voilà un peu en résumé ce que j'ai compris comme question de biodiversité dans la région de l'Afrique francophone ici, la biodiversité qui existe, les défis qu'il y a ou les causes de la destruction de la biodiversité et les quelques éléments que j'ai cités pour pouvoir essayer de résoudre cette question de la biodiversité. Je ne sais pas si j'ai dépassé mes minutes et je vous remercie, je m'arrête là. Merci beaucoup, Henri, pour cette présentation avec beaucoup d'informations sur la biodiversité et aussi la contribution de l'homme à l'effondrement de la biodiversité. Grand merci pour le partage de ces expériences réelles. En tout cas, ça me touche, ça me parle, c'est d'actualité. Et voilà, nous avons un rôle aussi à jouer pour restaurer la biodiversité.
Merci. J'invite les participants d'utiliser l'outil de questions et réponses qui est A, ou bien ceux qui sont en anglais, ils disent qui est né, pour mettre les questions, comme ça on pourra répondre. Ceux qui veulent poster dans la boîte de discussion, ça sera impossible. Donc, utilisez l'outil là de questions et réponses. Voilà, merci. Maintenant, j'aimerais inviter une autre intervenante d'aujourd'hui, Anne de Trio. Elle travaille avec le mouvement Laudato Si. Elle est en charge des programmes en France. On t'invite, Anne, de nous parler aussi, surtout la biodiversité en lien avec les valeurs et la notion du mouvement Laudato Si. Voilà, bienvenue, Anne. Merci beaucoup. Alors, je vais partager mon écran aussi. Voilà. Est-ce que tout le monde voit bien? Oui, élargis l'écran un peu. Voilà, là, c'est au max. Donc, c'est bon? Voilà, bien, bien. Voilà, donc moi, je vais parler de ce que notre foi nous dit sur la biodiversité, en m'appuyant sur ce qu'il y a dans l'encyclique Laudato Si. Donc, juste 2 mots sur l'encyclique. L'encyclique, je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous la connaissent déjà. Elle a été publiée en 2015 et c'est un message pour chaque personne qui habite cette planète au sujet de notre maison commune. Et ça nous pose déjà les choses en disant, voilà, cette planète, c'est une maison et nous vivons tous à l'intérieur. Donc l'encyclique a été écrite par le pape François. On pourrait résumer très, très, très rapidement en disant que l'encyclique nous montre qu'il y a beaucoup de problèmes auxquels nous sommes confrontés, mais tous ces problèmes forment en fait une seule crise, qui est une crise environnementale et sociale. Et pour faire face à ces problèmes, nous devons chercher des solutions tous ensemble. En fait, cette encyclique, elle est complètement dans la continuité de l'enseignement de l'Église catholique. On y retrouve beaucoup de choses qui étaient déjà dites par Benoît XVI, par Jean-Paul II, par Paul VI, mais en fait déjà vraiment très très longtemps avant, jusqu'à François d'Assise et même encore avant dans la Bible. C'est quelque chose qui vient nous expliquer dans la situation d'aujourd'hui qu'est-ce que notre foi dit depuis très longtemps sur ces sujets-là et notamment sur la biodiversité. Si on regarde rapidement, l'encyclique commence par faire un constat. Elle nous dit qu'est-ce qui se passe dans notre maison commune. Et qu'est-ce qui se passe pour la biodiversité? Eh bien, c'est une perte de biodiversité. Mais cette perte de biodiversité, elle n'est pas toute seule. Elle est avec de la pollution, avec la culture du déchet, où on achète, on jette facilement, avec le changement climatique, avec le manque d'eau potable, avec des problèmes de détérioration de la vie humaine, des inégalités entre les pays. Et c'est tout ça qu'il faut regarder ensemble si on veut réussir à faire face aux problèmes de la biodiversité. Si on regarde un peu plus dans le détail, l'encyclique nous dit chaque année disparaissent des milliers d'espèces végétales et animales que nous ne pourrons plus connaître, que nos enfants ne pourront pas voir perdues pour toujours. Et ça fait que notre terre devient moins riche et moins belle, toujours plus limitée et plus grise. Et ces créatures, elles sont toutes liées, elles sont liées avec nous, ce qui veut dire que quand une de ces créatures disparaît, eh bien forcément, ça affecte toutes les autres créatures parce que nous avons besoin les uns des autres. Face à ce problème, l'encyclique recherche ce que notre foi nous dit pour nous guider, parce que pour trouver une solution, il faut comprendre ce problème en profondeur, et la foi peut nous aider. Et notamment ce que dit la Bible, à commencer par la Genèse, au tout début de la Bible. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit? Eh bien, la première chose que nous dit la Bible, c'est la première phrase de la Bible, c'est « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». C'est en Genèse 1. Donc, ça veut dire que Dieu a créé le monde. Ça veut dire que si ce monde est divers avec toute cette diversité, c'est parce que Dieu l'a créé comme ça. Et ça veut dire que chaque créature a sa valeur. Et l'encyclique nous rappelle que quand on parle de création, c'est beaucoup plus que dire la nature. Ça veut dire que cette création,
Dieu l'a voulu et ça fait partie d'un projet de l'amour de Dieu et chaque créature a une valeur dans ce projet et une signification. Si on approfondit un petit peu ça, quel est le rôle de chacune des créatures? Eh bien, donc chaque créature a un rôle, même la plus petite. Et là, je vous ai mis une image d'un nautile qui est une petite créature qui vit dans les océans. Mais donc, quand on pense aux créatures, on pense peut-être à des créatures très spectaculaires ou très, voilà, comme les éléphants ou voilà, des grands animaux. Mais c'est aussi tous les petits animaux. Voilà, toutes ces créatures, Dieu les a créées parce qu'il les a voulues. Et c'est dans le livre de la sagesse qu'on nous dit si Dieu n'avait pas aimé cette créature, s'il l'avait détestée, eh ben, il ne l'aurait pas créée, tout simplement. Donc si elle est là, c'est que Dieu l'a voulu. Et chacune de ces créatures a un rôle, et le premier de ces rôles, c'est par son existence de rendre grâce à Dieu. Donc, c'est rappelé par l'encyclique, mais il y a beaucoup de textes, et notamment des psaumes, qui parlent de ces créatures qui rendent grâce à Dieu, chacune à sa manière. Et on le retrouve aussi dans le cantique de saint François d'Assise, qui a donné son titre à l'encyclique Laudato Si. Dans toutes ces créatures, en fait, toute cette création, ça forme un livre. Comme on a le livre de la parole de Dieu, la Bible, et on a aussi ce livre de la création. Là, c'est Jean-Paul II qui dit « Dieu a écrit un beau livre dont les lettres sont représentées par la multitude des créatures présentes dans l'univers. » Et c'est saint Thomas d'Aquin qui explique qu'une seule créature ne suffirait pas à donner ce message de Dieu. C'est pour ça qu'il y a toute cette diversité, toute cette immense diversité de créatures qui chacune vient nous donner une partie du message. Et ça veut dire que si des créatures disparaissent, pour notre foi, c'est quelque chose de très grave, parce que c'est comme si on effaçait des lettres ou des mots dans le livre dans lequel Dieu nous parle, ce livre de la création. Donc on a parlé des créatures, et maintenant l'homme dans la création. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Eh bien, la première chose, peut-être, c'est de rappeler que l'homme fait partie de la création. Il a été créé par Dieu, mais comme toutes ces créatures qui sont autour de nous. Et comme nous avons tous le même Père, nous sommes unis comme une famille. Et nous devons avoir cette compréhension aussi de ce qui nous unit en tant que famille avec les autres créatures. Et François d'Assise parlait de frère soleil, de sœur lune, de sœur rivière, il ne disait pas frère éléphant parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'éléphants en Italie, mais de frère cheval, de toutes ces créatures avec lesquelles on est en lien. Et en même temps, l'homme a une responsabilité particulière, c'est-à-dire que l'homme fait partie de la création, mais ce n'est pas une créature tout à fait comme les autres, puisqu'il a été créé à l'image de Dieu. Et ça veut dire qu'il a une responsabilité particulière. On ne va pas demander au lion de faire attention au nombre de gazelles qu'il va aller manger. Et par contre, l'homme, lui, il a conscience, quand il tue des animaux, il peut comprendre l'impact de ses actions et il a une responsabilité. Et l'encyclique nous dit que c'est une terrible responsabilité parce que c'est une responsabilité pour agir pour le bien, mais ça peut aussi être une responsabilité, une liberté qui nous conduit à agir dans de mauvaises directions. Si on veut approfondir un peu plus encore cette question du rôle de l'homme dans la création, on voit qu'il y a 2 textes de la Bible qui nous en parlent. Dans la Genèse, il y a 2 récits de la création, dans Genèse 1 et dans Genèse 2. Genèse 1 nous dit que Dieu demande à l'homme « remplissez la terre et soumettez-la ». Et dans Genèse 2, on nous dit que Dieu a pris l'homme et qu'il l'a mis dans le jardin, donc le jardin de la création, pour qu'il le travaille et qu'il le garde. Alors c'est vrai qu'on a parfois mal compris ce que voulait dire « remplissez la terre et soumettez-la ». Ça donne l'impression que l'homme serait une sorte de chef qui pourrait tout décider comme il en aurait envie, sans rendre de compte à personne. Et ça, c'est pas du tout comme ça qu'il faut comprendre cette phrase. Et l'encyclique le dit de manière extrêmement claire. Elle dit, voilà, parfois on a mal interprété les Écritures, mais aujourd'hui, il faut vraiment affirmer très fortement que le fait d'avoir été créé à l'image de Dieu, ça ne nous donne pas une domination absolue et le droit de faire n'importe quoi avec les autres créatures. Alors c'est vrai qu'on a tendance, l'intervenant précédent le rappelait, que l'homme ne fait pas toujours de bonnes décisions et de bonnes actions. Et en fait, si on cherche un peu la source du problème, c'est que l'homme a tendance à se prendre pour Dieu, à vouloir prendre la place de Dieu.
Et quand on dit on a le droit de faire tout ce qu'on veut avec la nature, d'exploiter sans se poser de questions, d'aller faire des mines, parce que voilà, il y a de l'or et on veut aller exploiter l'or et faire des mines à cet endroit-là, et qu'on se pose aucune question sur le respect de la biodiversité, et bien finalement, on prend un peu la place de Dieu. On se dit voilà, j'ai le droit de tout faire et la terre est à moi et j'en fais ce que je veux. Et en fait, non, parce que l'encyclique nous rappelle, nous ne sommes pas Dieu. La terre nous précède et nous a été donnée. C'est un cadeau qu'on a reçu. Et un cadeau, on ne fait pas n'importe quoi avec quand on reçoit un cadeau de quelqu'un à qui on tient et quelqu'un qui nous aime comme Dieu nous aime. Voilà, c'est un thème qui est beaucoup plus approfondi par l'encyclique, en disant, voilà, l'homme ne doit pas regarder la création comme une ressource et les créatures, il ne doit pas juger chaque créature en disant, celle-là est utile, alors je la garde, et celle-là n'est pas utile, alors finalement, je m'en débarrasse. Eh bien non, l'homme doit être respectueux de l'ensemble de la création. Finalement, ce qui peut nous guider, c'est une autre image, c'est une comparaison que nous donne l'encyclique, mais qui vient de la Bible. Qui nous dit qu'on devrait peut-être agir comme des jardiniers. Parce que quand dans Genèse 2, on parle de l'homme qui doit cultiver et garder le jardin, cultiver, ben, c'est labourer, c'est défricher, c'est travailler, mais garder, c'est protéger, sauvegarder, préserver, soigner, surveiller. Et ça veut dire qu'on a cette relation de lien entre l'être humain et la nature, un petit peu comme un jardinier. Et en fait, le jardinier, quand il cultive son jardin, il n'est pas à vouloir en tirer toutes les ressources pour en faire un désert derrière et épuiser complètement la terre. Le jardinier, il en prend soin. Et il en prend soin aussi en pensant à ses enfants, c'est-à-dire qu'il prend ce dont il a besoin pour vivre, mais il a envie de transmettre ce jardin dans un bon état, de transmettre un jardin en bonne santé qui va pouvoir continuer à produire pour les générations futures. Et de la même manière, la terre qui nous est confiée, eh bien, on doit veiller sur elle comme sur un jardin, en pensant aussi aux générations futures qui auront besoin d'avoir ces sols à cultiver, d'avoir toute cette richesse autour d'eux, et aussi peut-être juste la création à contempler pour découvrir le message de Dieu. Voilà, enfin, je pense que je suis arrivée à peu près à la fin de mon temps. Voilà, si on devait résumer, on pourrait dire que la diversité a été voulue par Dieu et que l'homme est appelé à la garder et à la protéger. Et je voulais vous mettre, là, j'ai mis au fil de la présentation des œuvres d'une artiste américaine qui s'appelle Angela Mano. Et elle, ce qu'elle a décidé de faire, c'est de peindre des espèces en voie de disparition, un peu comme des icônes religieuses, pour rappeler justement cette valeur et ce côté sacré de chaque créature qui a été voulue par Dieu et qu'on doit contempler et regarder avec le même regard d'amour que Dieu qui les a créés. Et je trouve que cette idée de changer de regard sur la création, c'est quelque chose qui peut nous guider pour être de meilleurs jardiniers et veiller sur le monde que Dieu nous a confié. Grand merci, Anne, pour cette belle présentation. Merci de nous mettre dans le bain de Laudato Si, de la lettre encyclique en ce qui est de la biodiversité et aussi l'aspect spirituel lié à la biodiversité. Merci beaucoup. J'aimerais maintenant, pour compléter les informations que nous venons de recevoir de la part de nos intervenants, on va vous jouer une petite vidéo. Puis après, on aura des panélistes qui vont aussi élaborer la biodiversité sur certains points. Et j'aimerais dire à Henri et Anne que nous avons déjà pas mal de questions que vous allez répondre. Les questions sont déjà posées à la Q&A. Si vous êtes capable de visiter et y penser, on va aussi vous lire les questions. Merci beaucoup. Caroline, si vous pouvez nous partager la vidéo. Un million d'espèces animales et végétales risquent de disparaître dans les prochaines années. Ce constat alarmant, c'est celui de plusieurs centaines de scientifiques qui ont analysé la nature pendant 3 ans. Et tout ça
Ils l'ont consigné dans un rapport qu'ils ont rendu public lundi 6 mai. Pour en comprendre les grandes lignes, on a rencontré un spécialiste de la biodiversité. Je m'appelle Franck Courchamp, je suis directeur de recherche au CNRS. Je travaille à l'Université Paris-Sud à Orsay et je travaille en écologie et en biologie de la conservation. Selon l'étude de ce groupe d'experts de l'ONU sur la biodiversité, 75% de l'environnement terrestre est gravement altéré et 66% de l'environnement marin est touché. Dans ce désastre, la part de responsabilité des humains est immense. Il y a 5 grandes causes globales de perte de biodiversité. La destruction de l'habitat, les déforestations, les fonds marins avec les chaluts, les récifs coralliens, etc. Il y a les espèces envahissantes, lorsque on met des espèces d'un continent sur un autre et puis qu'ils posent des problèmes écologiques ou économiques dedans. La pollution, le changement climatique et la surexploitation des espèces. Ces 5 causes sont toutes d'origine humaine. Donc quelle est la part de la responsabilité humaine dans l'extinction des espèces? Pour l'instant, elle est totale. Ce rapport de l'ONU affirme aussi qu'il existe des solutions pour empêcher cette catastrophe. Mais les scientifiques ne disent pas combien de temps il nous reste pour agir. À la différence du climat, qui est aussi un problème global, la biodiversité peut rebondir assez rapidement. Donc toutes les espèces qui n'ont pas déjà disparu, pour celles-là c'est trop tard, si on arrête la pression des activités humaines qui est dessus, elles peuvent repartir assez rapidement. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas trop tard. C'est une question piège, combien de temps il reste pour agir, parce que la biodiversité c'est quelque chose d'extrêmement complexe, bien plus complexe que le climat, donc c'est difficile de dire il nous reste combien de temps. Il est trop tard pour certaines espèces, il est trop tard pour certains écosystèmes, et chaque jour qui passe va être un jour trop tard pour certaines autres espèces. Donc il faut aller le plus rapidement possible. Exemple typique des espèces pour lesquelles c'est trop tard, le bouquetin des Pyrénées, il a complètement disparu. Ou le rhinocéros blanc du Nord, il ne reste que 2 femelles. Autre exemple de milieu naturel très sensible qui pourrait disparaître, les forêts d'Amazonie. Avec le changement climatique, elles pourraient se transformer en savane. Enfin, les marais, ils disparaissent aussi. Sur Terre, 83% des zones humides n'existent plus. C'est irréversible. Mais pour Franck Courchamp, tout n'est pas perdu si les États prennent immédiatement au moins 2 mesures. D'abord, une mesure sur l'information et l'éducation. Il faudrait faire en sorte que la nouvelle génération soit vraiment bien formée, soit vraiment au courant de ce que c'est que la biodiversité, pourquoi c'est important. La deuxième chose, c'est d'arrêter de financer des programmes qui sont au détriment de la biodiversité. D'arrêter de financer, par exemple, les énergies fossiles, l'agriculture intensive, certaines pêches intensives, pas seulement au niveau français, au niveau vraiment mondial. On sait qu'il y a des centaines de milliards d'aides financières dans des domaines qui en fait impactent la biodiversité et qu'il faudrait donc arrêter de soutenir artificiellement. Mais stopper les subventions données aux pêcheurs ou aux agriculteurs, cela risque de les obliger à changer leurs habitudes de travail. Comme par exemple, élever moins de poissons dans les océans ou renoncer aux pesticides. Et ces changements vont créer des tensions, au moins le temps de la transition. Ça veut dire effectivement des tensions certainement dans certains domaines, mais des tensions qui seront bien moindres que si on laisse les choses telles quelles et qu'on se prend la toute-puissance des crises environnementales qui sont en train de se dessiner. Les citoyens peuvent eux aussi agir contre la disparition de la biodiversité. Cela suppose qu'ils changent leurs habitudes, au premier rang desquelles leurs habitudes alimentaires. Au niveau des habitudes à prendre, il y a effectivement consommer de manière plus raisonnée, c'est-à-dire moins d'emballage, moins d'huile de palme. C'est facile de regarder. L'huile de palme, en fait, c'est la cause majeure de la déforestation en Asie du Sud-Est pour l'instant. Et puis manger moins de protéines animales, moins de viande. Ça ne veut pas dire devenir végétarien ou vegan. 60% des mammifères terrestres, c'est le bétail des humains. Et 36%, c'est les humains. Il ne reste plus que 4% de mammifères sauvages au niveau de la biomasse sur Terre. 75% des écosystèmes terrestres sont transformés par l'homme de manière très importante, et en majorité pour le bétail. Donc si on mange moins de viande, par exemple une fois de moins dans la semaine, ça va pas être mauvais pour notre santé, mais ça va être bon pour l'environnement. Et on va s'apercevoir qu'un repas sans viande n'est pas forcément un repas où il manque quelque chose.
Merci beaucoup, Caroline, pour la vidéo. C'est très informatif. En fait, dans la vidéo, si on combine avec les informations que nous venons de recevoir de nos intervenants, de la part de nos intervenants, je trouve que même le message du pape dans Laudato Si, que tout est connecté. Et en tout cas, on voit bien dans la biodiversité qu'on est interdépendant. Voilà, nous avons des panélistes qui vont nous aider à élaborer beaucoup de thèmes liés à la biodiversité, et j'aimerais les inviter. Premièrement, j'aimerais inviter Sœur Générose Muteba. Sœur Générose, elle est sœur de l'Assomption de Marie, préfet du lycée Mpico et point focal du mouvement Laudato Si dans la République démocratique du Congo, à Kinshasa. Bienvenue, Sœur Générose. Deuxièmement, j'aimerais aussi inviter Nadine Ntalou Moulembusa. Nadine Ntalou, elle est journaliste, activiste, indépendante et agricultrice. Voilà, elle est impliquée dans les deux domaines. Nadine, bienvenue. J'aimerais aussi inviter Sœur Sylvie Ntumba. Sœur Sylvie Ntumba Mutsima, elle est religieuse de la congrégation des Sœurs Salvatoriennes, initiatrice du mouvement des jeunes Kiro à Bukavu, ambassadrice de l'Association panafricaine pour la formation et l'encadrement de la jeunesse, et point focal du mouvement Laudato Si à République démocratique du Congo à Lubumbashi. J'aimerais aussi inviter Madame Tambwe Zizé Gisèle, elle est biologiste, agent de la sous-division EPST Kikwit, directrice de la structure Naissance des jeunes, écoute de la création et Agis JK en sigle de Kikwit, Kwilu, en République démocratique du Congo, et future animatrice de Laudato Si. Bienvenue tout le monde. Bienvenue. Oui, Sœur Générose et Sylvie vont nous parler sur l'impact de la crise climatique et l'histoire du changement au sein de leur communauté et quelles actions entreprennent-elles pour protéger notre maison commune. Et Nadine Talou et Gisèle, elles vont nous parler sur la voix des peuples autochtones. Quels sont certains des impacts de crise climatique dans la région? Que peut faire la communauté catholique pour améliorer le sort des communautés indigènes? Voilà, et à la fin, j'inviterai Père Jean-Baptiste. Pour le moment, nous aimerions vous écouter. On commence par Sœur Générose. Votre micro c'est fermé. Vous désactivez. Voilà. Je l'ai désactivé, merci. Alors, j'ai un problème avec l'Internet. J'espère que je vais arriver jusqu'au bout. Déjà, je remercie Henri qui est passé Anne parce que je n'ai plus à faire une introduction. Je remercie, c'était très bien. Donc, j'enlève l'introduction pour aller vite parce que j'ai 5 minutes. Alors, avec tout ce que nous venons d'entendre, ce constat, je peux poser une question. Est-ce que nous pouvons nous décourager ou encore, est-ce que nous pensons qu'il est impossible de faire quelque chose? Non. Notre foi en Dieu comme chrétiens et notre charisme éducatif nous pousse à garder l'espérance et nous donne d'agir pour apporter notre pierre dans l'édifice afin de faire face à l'effondrement de la biodiversité. L'encyclique là aussi a apporté un nouveau souffle qui nous engage résolument à protéger, à sauvegarder la biodiversité en particulier et notre maison commune en général.
Alors, quelle est notre contribution, nous, comme Sœurs de l'Assomption? Qu'est-ce que nous faisons? Ayant écouté le cri de la terre et de pauvres, en 2016, pour apporter notre contribution à la préservation de la biodiversité, nous avons acheté d'abord 27 hectares à 160 km de Kinshasa, dans un village appelé Kinzono, dans le but de faire des activités d'agroforesterie et d'agroécologie. Nous avons commencé par sensibiliser les sœurs, on a pris une décision. Alors, notre initiative consiste à planter 2500 arbres, dont 1000 arbres fruitiers. Ainsi, nous voulons par l'agroforesterie contribuer à la protection, à la valorisation et à la conservation de l'environnement. Il s'agit en clair, à travers cette action, d'atténuer la déforestation causée par les déboisements anarchiques et sauvages et augmenter la séquestration du carbone en faveur de la population. Nous voulons aussi, à travers l'agro-pastoral, encourager et valoriser durablement la production agricole, écologique et animale dans le respect de l'environnement. Il s'agit d'intensifier l'agroécologie pour l'amélioration de la productivité en vue de la sécurité alimentaire. Bon, autre chose que nous faisons dans le quotidien, presque tous les jours, nous sensibilisons, nous éduquons les jeunes de nos écoles et de nos quartiers à planter des arbres avec nous, à ne pas brûler des sachets, des bouteilles en plastique, à ramasser tous les déchets qui remplissent nos rues. Nous le faisons avec eux. Et aussi, pour moi, c'est que je n'ai jamais cessé de penser, je voudrais des écoles écologiques. J'ai déjà un peu commencé là où je suis pour voir des programmes. J'ai bien écouté Henri et ça me rejoint. L'éducation, comme nous sommes des sœurs éducatrices, c'est très, très important d'éduquer la jeunesse pour que déjà la jeunesse commence à penser à prendre soin de notre maison commune qui est la terre, à préserver la biodiversité. Alors, il est vrai que nous avons rencontré des difficultés majeures depuis 2016 pour arriver au bout de ce que nous avons voulu. Je ne vais pas m'étendre sur les difficultés, mais quand même, il y a un besoin d'eau dans ces milieux-là où nous sommes. D'abord, pour arriver à faire toutes ces activités que je viens de vous le dire ici. Et puis, dans les milieux où nous sommes, là où nous avons acheté un terrain, à 160 km, il n'y a pas d'eau pour la population. Ça nous aiderait beaucoup, un forage. Et puis, pour faire toutes ces activités, planter les arbres, il faut des souchets, il faut arranger la terre, il faut un tracteur. Nous n'en avons pas, on essaie de louer, c'est très compliqué. Alors, sans ces difficultés majeures, ces milieux allaient déjà devenir une forêt écologique, un campus vert, où les étudiants en agronomie allaient se ressourcer pour des expériences positives dans le domaine de l'écologie et de l'agriculture durable. En fait, c'est l'aspect pédagogique et andragogique de la ferme. Alors, ce projet, pour moi, revêt une importance capitale pour faire face à l'effondrement de la biodiversité, pour contribuer à la lutte contre les changements climatiques et pour le développement durable de la population rurale dans leur lutte pour la sécurité et l'indépendance alimentaire. Voilà, en fait, c'est ce que, ça, c'est le projet de ma communauté pour participer à prendre soin de notre maison commune, à préserver la biodiversité. Je vous remercie. Merci beaucoup, ma sœur généreuse. C'est très vraiment inspirant. Et sœur Sylvie, je sais que dans la même ligne, vous avez à ajouter. Sœur Sylvie Ntumba. Merci. Je voudrais remercier Steve et toute son équipe. Merci pour toutes les fois que vous faites le souci. Et c'est le souci que nous avons tous en commun. Et aux côtés de crises dues aux guerres ethniques à l'interne, se trouvent aussi des crises des sources naturelles que regorge l'Afrique, en l'occurrence la RDC. Et le concept crise est une tension, disons le mieux, un bouleversement par rapport à une situation normale de vie. Et dans le cas qui est celui du climat, depuis plusieurs décennies,
la situation normale de vie est celle que nous déplorons. Et c'est comme ça que nous voulons ensemble marcher sur cette voie-là de la sensibilisation, de l'éducation des enfants, jeunes et adultes. Et donc, nous marchons sur cette voie-là afin de faire parler l'environnement, de faire parler l'écologie et l'éducation. Et la crise climatique actuelle est singulièrement par sa rapidité et par son intensité une cause majeure de troubles. Et de cette manière-là, Ma sœur, votre micro. le micro n'est pas bien. Ok, maintenant ça va. Continuez. Oui. Et donc, ce n'est pas un fait ordinaire, mais c'est plutôt extraordinaire. Et c'est comme ça que, avec le principe de dysfonctionnement entre les politiques, le manque de coordination entre gouvernants et gouvernés, il y a un chevauchement entre gouvernants et gouvernés parce que les gouvernants accusent les gouvernés et les gouvernés à leur tour accusent aussi les gouvernants. Et donc, il n'y a pas question de condamner, mais plutôt d'assumer et de voir par quels moyens sortir de ces méfaits suite à l'usage abusif, n'est-ce pas, de l'homme. Et au regard de ces conséquences environnementales, il suffit d'être attentif. Pour la plupart de nos villes africaines, le cas de la ville de Lubumbashi, aujourd'hui, les chaleurs sont devenues très piquantes. Cette période, en principe, Lubumbashi n'a pas de chaleur, mais c'est dû au changement climatique. Et c'est comme ça que nous avons demandé, demain, le lundi, nous ferons le marathon. Nous allons déposer les mémorandums au gouverneur de province, à l'Assemblée provinciale aussi, pour que nous puissions, de manière concertée, mettre en exergue certaines les arbres dès que la saison des pluies commence, parce qu'ici chez nous, la saison des pluies va commencer vers fin octobre. Nous voulons planter les arbres dans des parcelles et nous voulons demander un espace au gouvernement pour que nous puissions planter les arbres fruitiers et d'autres arbres, mais nous allons aussi demander que chaque parcelle ait de pelouse, qu'on mette la pelouse devant chaque parcelle, et toutes ces actions demandent que nous puissions être en union avec les gouvernants. Et dans des écoles, nous avons ciblé quelques écoles qui seront vraiment des écoles. Entre autres, il y a une école, nous avons envoyé les images, nous étions là, nous avons demandé aux enfants, dès que la pluie commence, nous allons aussi faire de ces écoles laudates aussi, parce que c'est que les enfants auront à acquérir, et quand ils vont parler aux autres enfants, ça va bien passer. Et nous allons aussi les mouvements des jeunes. Moi, spécialement, je travaille avec les jeunes, les Kiro. Il y a filles et garçons. Et donc, ces mouvements-là vont nous aider à répandre notre politique de reboisement pour que nous puissions, tant soit peu, merci bien. Merci beaucoup, sœur Sylvie et sœur Généreuse. Je sais que votre intervention, ça a répondu à quelques questions qui étaient déjà posées, surtout ceux qui disaient que nos intervenants devaient mentionner des activités concrètes, quoi faire.
Et maintenant, vous avez parlé déjà des activités concrètes que vous faites pour restaurer la biodiversité. Il y a ce qui est très intéressant. Vraiment, félicitations et courage. J'aimerais inviter Nadine et Gisèle, la voix du peuple autochtone. On commence avec Nadine. Merci pour la parole, Steve. J'espère que mon micro passe très bien. Ça va? OK. Dans le plateau de Mateke, aux environs des villages Bolingo et dans les fermes environnantes, les agriculteurs rencontrent des perturbations des saisons depuis un certain temps. Le calendrier de pluie fixé dans les temps au 1er septembre de chaque année n'est plus respecté et les retards est enregistré. Et ces retards-là affectent négativement la production agricole et contribuent à l'insécurité alimentaire. Alors, depuis un certain temps, les communautés locales observent des hausses des températures la journée terrible, une baisse des températures la nuit. Cette situation qui va de mal en prise perturbe l'équilibre de la nature et entraîne beaucoup de maladies chez les enfants, des fortes fièvres, des grippes, la toux pour les jeunes. Et les jeunes sont vraiment victimes. Et dans ces coins-là, il n'y a pas de centres qui pouvaient prendre vraiment en charge ces enfants-là. Ils devaient sortir jusqu'à venir en ville. Alors, quand les pluies arrivent, ce qu'on a vécu l'année passée, quand les pluies arrivent, nous observons des pluies intenses, des perturbations, des cyclones tropicaux plutôt, très violents qui provoquent les inondations dans des champs. Et ceci s'est répété vraiment régulièrement l'année passée. Alors, ces dynamiques occasionnent, durant la saison sèche, une longue période d'aridité ou de sécheresse des forêts et des savanes, prêtes à s'emporter avec le feu des bousses. Et pendant la saison sèche, beaucoup de familles perdent leurs champs de manioc, les jardins que les familles qui produisent les légumes et autres choses pour les en nourrir. En tout cas, depuis un certain temps, dans ces coins-là, les gens vraiment commencent à vivre dans l'insécurité alimentaire par manque de pluie régulière et prolongement des saisons sèches. Déjà, dans les plateaux de Mateke, l'eau est difficile à trouver. Alors, comme nous n'avons pas beaucoup de temps, j'essaierai vraiment bref pour dire, nous avons demandé des initiatives pour la vie de ces coins-là. Nous voulons investir dans un projet de forage qui permettrait au moins 12 villages ruraux et quelques fermes des plateaux de Mateke à Bolingo à accéder à l'eau potable. Ça serait vraiment idéal parce que les populations puisent l'eau potable pendant la pluie. Pendant la saison sèche, les femmes doivent marcher de longues distances pour chercher de l'eau à boire. Et les puits dans lesquels on garde l'eau sèchent progressivement parce que les pluies tardent à arriver. C'est pourquoi on demande les forages. Et ces forages permettent aussi aux villageois environnants de pratiquer des maraîchages durant la saison sèche actuellement, plus longue et réduire l'insécurité alimentaire. Par ailleurs, les maladies hydriques dont les enfants et les plus jeunes sont souvent victimes seront écartées. Alors, à Mampou, nous avons la paroisse où le père SMA s'occupe. Je demande que les communautés de base vivantes que nous appelons CVB chez nous, sur cet effet du changement climatique, il faut sensibiliser et éduquer les communautés vivantes de base sur les effets des changements climatiques ainsi que sur les bonnes pratiques de l'agriculture adaptée au changement climatique. Par exemple, les reboisements tout autour de leur maison, les reboisements tout autour du village ou de la ferme, que les populations utilisent par exemple les engrais organiques, qu'ils arrêtent d'utiliser l'engrais chimique pour renforcer la résilience communautaire et la capacité des ménages à répondre aux chocs entraînés par les changements climatiques.
Voilà la petite contribution que j'avais pour cet après-midi. Merci beaucoup. Merci Nadine. J'aimerais inviter aussi Gisèle. Dans 2 ou 3 minutes, qu'est-ce que vous pouvez ajouter? Gisèle, êtes-vous là? Ok, peut-être qu'il y a un problème de connexion, mais nous remercions quand même. On nous dit qu'elle est en ligne, mais pas sur le panel. Gisèle is online, but not panelist. Gisèle, peux-tu... OK. Voilà, Gisèle, on t'invite. Merci, M. Steph, pour la parole. Ma présentation... Okay. Essayez de résumer comme dans 2 minutes sur le point là du peuple autochtone, quels sont les problèmes liés, quelle serait l'approche de l'Église catholique pour sauver le peuple là. Merci. Comment l'Église peut y faire face? Elle est appelée à écouter et à agir pour et avec le pauvre du Kwilu, particulièrement la ville de Kikwit comme site. Créer le mouvement Laudato Si partout où nous vivons et travaillons et avec les membres, procéder à des sensibilisations éducatives intenses et massives sur les enjeux écologiques actuels et la crise de la biodiversité et ses conséquences dans la présente vie et future et l'importance capitale de protéger notre maison commune. Organiser et promouvoir les activités de reboisement, de jardinage dans nos parcelles, de fertilisation naturelle des terrains, d'assainissement des lieux publics, d'éradication des érosions existantes, fabrication des réchauds en gaz et en pétrole, etc. Alléger les labeurs des indigènes en promouvant l'utilisation des outils modernes pour l'agriculture, exemple tracteur. Encourager et soutenir les initiatives individuelles et collectives qui se réalisent autour de nous. Associer les décideurs politiques, ecclésiastiques, économiques et financiers aux efforts de protection de la nature et dénoncer toute gestion abusive de la nature. Pour conclure, je nous rappelle que l'engagement de chacun de nous dépend de la valeur que nous accordons à l'existant et la reconnaissance de l'utilité de ces derniers dans notre vie. Nous existons parce que l'autre existe et vivons tous dans une maison commune Terre. On n'est rien sans le reste des vivants de la planète. Engageons-nous la main dans la main. Je vous remercie pour votre attention soutenue. Merci. J'ai un problème de connexion. Je ne crois pas que toutes les images seront présentées. Merci, et Gisèle Tamboué. Oui, on va vous partager le redifféré de ce webinaire. Voilà, à ce moment, j'aimerais inviter à nos intervenants du jour de toucher quelques questions. Et les 3 premières questions, ça parle de la RDC et j'aimerais que Henri Mouhia les combine en une réponse. La première question parle qu'au Congo, pour cuisiner, est-ce que la plupart se basent dans la consommation du forêt à brûler? Deuxième question, c'est, Monsieur Henri, merci pour exposer concrètement comment menez-vous l'éducation des différentes générations. Et la troisième question, c'est le gouvernement de la RDC a lancé un appel d'offres pour l'exploitation de 27 blocs pétroliers et 3 blocs de gaz. L'Église catholique
ou la SENCO a-t-elle été consultée? Quel a été son avis? Pouvons-nous encore nous opposer à cette exploitation afin de sauvegarder la biodiversité? Merci, Henri, de toucher un peu ces questions dans une réponse. Merci beaucoup. À la première question, c'est vrai que la plupart des ménages, au village, d'abord, on utilise le bois de chauffe. Mais dans les grandes villes, on utilise encore plus le charbon de bois. Et les deux ont un impact sur la forêt, mais moins le bois de chauffe que la braise. Parce qu'au village, quand on cherche le bois de chauffe, c'est généralement le bois mort. On ne coupe pas les arbres pour sécher et faire le bois pour la cuisine. Maintenant, ça peut peut-être encore se faire parce que la croissance démographique augmente et c'est une des questions à la fin, peut-être que je ne vais pas y toucher, sauf s'il y a un deuxième tour. Maintenant, le bois de chauffe aussi, il vient du déboisement. Quand on cultive les champs, lorsqu'on va dans les forêts, on déboise et on coupe les arbres. On brûle et puis on récupère le bois qui est là, qui sert de bois de chauffe. Ça veut dire que le problème, il faut trouver une énergie alternative. Et l'énergie alternative, généralement, c'est l'énergie hydroélectrique qui n'est pas encore répandue en RDC, même s'il y a beaucoup de points où on peut installer les micro-barrages. On a aussi d'autres énergies alternatives. Bon, certains disent qu'on peut utiliser le biocarburant, donc le biogaz, c'est ça, mais ce n'est pas encore très répandu. De sorte que, on continue encore à utiliser cela et la pression augmente. Ce qui signifie autrement, et c'est ça la réflexion de certains pour dire, nous conservons la forêt, est-ce que les finances pour le climat peuvent nous aider à construire des barrages afin de résoudre la question de la pression sur la forêt? Ça, c'est de un. La deuxième question, c'est l'éducation des générations. Comment nous la faisons? Je m'imagine le voyage de 7 ans initié par le pape François autour de l'encyclique Laudato Si. Et je trouve que les différentes cibles sont les familles, les écoles, la rue, les milieux de travail, ça peut être les universités, ça peut être d'autres milieux, mais il y a aussi le rôle de l'État. Parce que l'État doit avoir des lois. Ici, on a une loi sur l'environnement qui n'est pas vulgarisée parce qu'elle prévoit un certain nombre de choses. Si cette loi est vulgarisée, alors on la fait appliquer et on a la possibilité de pouvoir sanctionner ceux qui vont au-delà de cette loi. C'est par exemple toute la question des déchets, la gestion des déchets. Nous avons fait une étude sur ça. On perçoit l'argent pour l'environnement, mais en même temps, ça ne sert pas à résoudre le problème des déchets, d'autres problèmes. Donc, voilà un peu les actions que nous avons menées. Nous, c'est l'étude, et ensuite avec l'éducation chrétienne, donc la commission pour l'éducation qui s'occupe des écoles conventionnelles catholiques, on essaie d'éduquer les élèves dans ce sens-là. Alors, les blocs pétroliers, ça fait l'objet des commentaires autour de la PRECOP. Certains pays disent, bon, comment se fait-il que la RDC, qui se dit pays solution, lance en même temps un appel pour les blocs pétroliers? D'abord, je dois vous dire que l'Église catholique n'a pas été consultée pour cela. Donc, la société civile non plus, en général, n'a pas été consultée. Le gouvernement a fait ce qu'il a pu faire dans l'objectif d'accroître son budget. Nous savons que dans le passé, nous avions travaillé sous la loi sur les hydrocarbures. Parce qu'il y avait une proposition de loi, nous y avons travaillé pour essayer d'arrondir les angles et surtout, nous avions introduit là-bas les questions en rapport avec le respect de l'environnement. Maintenant, est-ce qu'on peut changer quelque chose? Pour le gouvernement, il faut lutter contre la pauvreté. En même temps qu'on demande des efforts de protéger la forêt, mais en même temps, il n'y a pas de compensation, par exemple, pour la protection de la forêt. C'est un des arguments, si on suit la vice-première ministre chargée de l'environnement,
C'est un peu ça qu'elle dit. Donc, le minimum à faire, c'est de pouvoir interdire l'exploitation dans des zones les plus sensibles. Parce que je sais que dans les 27 blocs pétroliers, ce n'est ni dans les aires protégées, ni dans la forêt, ni dans les tourbières. En fait, il ne faut pas qu'on soit hypocrite. Avec la guerre, est-ce que d'ici 2030, nos pays ou le monde entier est prêt à abandonner les hydrocarbures? C'est vrai, ça c'est un désir, mais en réalité, on a l'impression qu'on est presque incapable. Pourquoi je le dis? On peut changer des véhicules à carburant pour des véhicules électriques. Et là, on a besoin des batteries électriques qui ont besoin, entre autres, du cobalt et du lithium que nous avons en RDC à près de 60% de la réserve mondiale. Dans l'exploitation de ces minéraux, il y a aussi la pollution. Donc là, il faut voir. Pour ceux qui veulent revenir à l'énergie nucléaire, comment on gère les déchets nucléaires? C'est aussi un problème. Donc voilà un peu le dilemme que non seulement la RDC, mais que le monde a sur l'abandon des hydrocarbures. Et pour la RDC, cela se joue sur la carte de la pauvreté. Le gouvernement veut avoir de l'argent pour diminuer la pauvreté, mais en même temps, il dit, mais ceux qui nous demandent de conserver et qui nous demandent d'abandonner, eux-mêmes n'ont pas encore abandonné parce que la plupart des entreprises qui exploitent les hydrocarbures ici ne sont pas des entreprises congolaises, ce sont des entreprises des pays généralement dans le G20. Alors, à ce moment-là, c'est ce qui fait la difficulté pour nous, pour l'Église, de dire comme ça, catégoriquement, abandonner, ou de dire autrement, aller parce que nous voyons la pauvreté. Donc, il faut jouer sur la prudence, mais en même temps, dans les entretiens qu'on a eus, on n'est pas très d'accord qu'on lance tous les blocs au même moment, 27 et 30, c'est-à-dire tout le pays. Et est-ce qu'on pense aux générations futures? Parce que Manon a parlé de garder pour les générations futures. Qu'est-ce qu'on pense pour les générations futures? Voilà un peu en résumé sur ces trois questions, ce que je peux vous dire. Merci beaucoup. Merci Henri pour ces réponses bien élaborées. J'aimerais aussi toucher à quelques d'autres questions. Il y a une question qui est adressée à Nadine. Nadine a parlé, on dit que Nadine a parlé d'une une piste, elle a donné une piste de solution. Et on aimerait que Nadine élabore que Gisèle élabore un peu à propos des problèmes réels de Kikwit. Peut-être Gisèle, il y a toute une communauté de Kikwit qui nous suit ici. Dans une minute, pouvez-vous toucher ce point? Quels sont ces problèmes réels que la communauté de Kikwit a? Merci, M. Esther, pour la parole. Ma présentation est centrée sur les cris de la population indigène et toute les biodiversités de la ville de Kikwit et ses environs concernant l'effondrement de la biodiversité qui sont forcément les mêmes pour tant d'autres régions de la RDC, de l'Afrique, voire du monde. Je vais présenter les problèmes majeurs, les causes proposées à mon niveau certaines orientations pour l'Église. Alors, quels sont concrètement les impacts climatiques qui mettent en danger la vie de toute la biodiversité à Kikwit? Premièrement, il y a la dégradation des écosystèmes forestiers et la détérioration de l'environnement dû à la déforestation. Les rares forêts matures qui entourent les arbres qui sont des producteurs d'oxygène sont systématiquement coupés, tirés. Devant cette situation, la population de Kikwit n'a aucune industrie dépendant presque totalement de la générosité de la nature. C'est
plonge de plus en plus dans une insécurité alimentaire criante et à des problèmes sérieux d'habitation et pour les humains et pour toutes les autres espèces vivantes parce que ce que la nature offrait a beaucoup diminué. Deuxième point, nous avons les erreurs causées par la complaisance de certains services publics de l'État, par la mauvaise gestion des eaux, des pluies et des déchets. Troisième point, nous avons la pollution due à grande partie par la production et utilisation exagérée de la braise et des pluies intermittentes et abondantes qui détériorent la biodiversité, rendent désertes et vision par rapport à la culture et autres. Merci beaucoup pour votre attention soutenue. Grand merci. Grand merci. Il y a pas mal de questions, mais les questions sont connectées. Il y a des questions liées au barrage hydroélectrique qu'Henri a mentionné. Puis, il y a des questions aussi liées à l'appétit des hydrocarbures, qui tue la biodiversité du Congo. Il y a beaucoup de questions intéressantes, mais qu'on peut aussi trouver une question, qu'on peut trouver une réponse commune, et surtout aussi la question de Béatrice Tavares. Oui, c'est les solutions viables, et alors qu'on sait que nous ne participons pas en tant qu'Africains à la prise des décisions au niveau mondial. Oui, il y a des questions aussi qui parlent des effets, des problèmes de biodiversité, les conséquences aux peuples démunis, tout ça. Et dans une seule réponse, nous avons parlé de l'approche locale, mais il y a aussi l'approche internationale, surtout que le pape François, à travers la lettre encyclique et l'implémentation aussi, les approches qu'il mène au niveau international. Et je pense que le mouvement Laudato Si, au nom du mouvement Laudato Si, Anne de Trio peut aussi nous éclairer. Et puis, je sais que la réponse, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais la réponse qu'elle va donner, ça peut répondre à pas mal de ces questions qui sont ici. Anne, bienvenue. Vous pouvez, votre réponse peut toucher la plupart des questions. Merci. Oui, merci. Ces questions-là, en fait, elles sont un peu liées les unes aux autres. Et on n'a pas parlé de l'écologie intégrale, et c'est un des grands sujets de l'encyclique aussi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas séparer l'attention à la biodiversité, la protection de la maison commune, et l'attention aux autres et aux plus vulnérables. Et je pense que c'est cette approche globale qu'il faut avoir, en s'appuyant, le pape le rappelle, sur les populations locales, parce qu'il dit c'est ceux qui vivent sur place qui connaissent les solutions. Et je pense que l'encyclique a quand même fait déjà beaucoup pour ce message-là, mais il y a encore à porter ce message de dire ne séparons plus ou ne séparons pas les questions environnementales de tous les besoins que les populations peuvent avoir et de les répercussions sur les personnes qui vivent. Et on voit qu'il y a aussi beaucoup de liens entre ce qui peut se passer en Europe et les choix qui sont faits en Europe et ce qui peut se passer en Afrique, et aussi inversement. Il y avait une question autour de l'huile de palme, mais c'est vrai que les impacts de la culture de l'huile de palme, ça se résout aussi par des choix de consommation qui sont faits dans des pays occidentaux, en n'achetant pas ces produits-là et en orientant les industriels vers d'autres solutions qui sont plus respectueuses de l'environnement. Voilà. Au niveau de ce qu'on peut dire sur le Saint-Siège, alors j'avoue que je n'ai pas travaillé sur le sujet spécifiquement par rapport à la biodiversité, mais on voit qu'il y a des actions au niveau de l'Église. L'engagement qui a été pris par les évêques africains est vraiment tout à fait remarquable, je trouve, et très inspirant pour les autres, en ayant un discours très clair sur la protection de la biodiversité. Le Vatican a aussi un discours très clair sur l'appel au désinvestissement pour sortir des énergies fossiles qui ont des impacts très importants sur la biodiversité et sur le climat.
Là, le 4 octobre, il y aura un événement au Vatican avec l'annonce de la ratification de l'accord de Paris par le Vatican, mais il y a eu tout un tas d'actions avant et ça continue pour essayer de promouvoir justement des actions plus respectueuses de l'environnement et des plus vulnérables. Et je pense qu'en tant que mouvement Laudato Si, on a un rôle à jouer aussi. Et un événement comme celui d'aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez fort parce qu'on voit qu'on est sur des continents différents, dans des pays différents, et on partage nos problèmes, on peut voir ce qui se passe, on est tous concernés les uns pour les autres, et je pense que c'est ça qui va faire avancer aussi les choses. Et c'était Béatrice qui demandait est-ce qu'on peut avoir une solution viable quand on sait que nous ne participons pas vraiment, l'Afrique, à la prise de décision au niveau mondial. Et ben moi, je pense que c'est en étant unis ensemble, comme nous sommes appelés à le faire, qu'on va réussir à porter ces sujets et qu'on puisse plus dire, eh ben voilà, ça c'est tel pays, c'est pas important. Eh ben non, il faut prendre en compte et faire entendre la voix de tous et notamment de ceux qui sont le plus impactés par le changement climatique et la perte de biodiversité. Grand merci, Anne. À ce moment, j'aimerais inviter Caroline Wamboy. Quel est votre message d'appel après toute cette discussion et en écoutant nos intervenants et les panélistes de différents coins du monde et surtout la grande partie, la RDC? Quel message vous avez ou bien l'appel? Merci. Quite an insightful, engaging conversation, and I see a potential for us to continue having further deliberations on these biodiversity concern issues. Just to reiterate that our Holy Father has called on all of us to come together and dialogue and also develop solutions that are for everyone. And as the saying goes, let us live simply so that others may simply live. And this has been a statement during the season of creation, which we are all still in. And as our speakers have shared, we need each other to protect our common home. We are called to lift up all these concerns around biodiversity collapse and elevate the plight of the most vulnerable ahead of both COP27, which is on climate, and COP15 on biodiversity, where we must champion for urgent and ambitious actions from our leaders. Laudato Si movement, we are calling for action through the Healthy Planet, Healthy People petition, which has been running from last year, June, till the end of this year. And also, we have a letter to the Executive Secretary of the Convention on Biodiversity. I have shared the link on the chat. You can use that link to sign the letter. And this letter will be taken during the COP15 meeting that is happening in Canada at the end of the year in December, where we will convene all stakeholders to address the biodiversity collapse impacts across the world. We also wish to talk about the Laudato Si movie that is coming up on October 4th. It is called The Letter. So kindly mark your calendars for that. I know there will be more communication coming through. And this letter, or rather this movie, elevates the perspectives of the people who are unjustly suffering the consequences of the planetary crisis and calls for an immediate and urgent action based on these core values. It also names that the leaders have made choices that have led to human suffering. It does not blame individuals, but rather invites all of us to recognize our power and take action together. So from all the conversation that we've had today, I know that we have the power to do more. We have the capacity to bring all these voices together and leave no one behind. So I invite you all to join hands and make our common home fit for all. God bless you all as you go about your day. Thank you so much. Back to you, Stephen.
Merci beaucoup, Caroline. À ce moment, j'aimerais vous inviter tous pour 1 minute de silence. Méditons sur ce trésor de la biodiversité. Rappelons-nous que nous faisons partie de cette biodiversité dont on parle. Prenons conscience que nous ne sommes pas aussi épargnés. Nous sommes les premières victimes. Mais aussi nous sommes des oppresseurs des autres éléments de la biodiversité. Dieu d'amour, nous te remercions de nous avoir donné la vie. Nous te remercions pour tout ce qui a enrichi notre expérience. Accorde-nous le respect pour la vie dans ton monde. Nous te remercions de nous avoir appelés à célébrer ta création. Dieu créateur, apporte-nous la vie nouvelle. Esprit Saint, donne-nous la force et guide-nous. Nous prions pour celles et ceux qui prennent des décisions sur les ressources de la terre afin que nous puissions utiliser tes dons de façon responsable. Pour les personnes pour les personnes qui jouent un rôle très important, les décideurs, pour le riche patrimoine dont nous jouissons. Afin que toute l'humanité profite des fruits de leur labeur et s'émerveille devant ta création. Pour que les artistes, les scientifiques et les visionnaires, afin qu'à travers leur travail, nous puissions voir la création d'un œil nouveau. Pendant ce moment, j'invite Père Jean-Baptiste Moussa, qui est le chef, le coordinateur de chapitre du mouvement Laudato Si en République démocratique du Congo, pour nous donner une bénédiction pendant que nous clôturons notre webinaire. Bienvenue, Père Jean-Baptiste.
Père Jean-Baptiste, la parole est à vous. Peut-être que Père Jean-Baptiste a un problème de connexion. Mais nous allons terminer notre webinaire d'aujourd'hui. Et je vous invite là où vous êtes de prier notre Père, la prière que notre Seigneur Jésus nous a appris dans votre langue natale. Pour les panélistes et les intervenants, vous pouvez ouvrir vos micros. Ou bien ça, les micros peuvent être ouverts pour tout le monde. On prie ensemble, puis on termine en beauté. Notre Père qui es aux cieux. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi. De nous en toute offense. Et ne nous laisse pas prendre en tentation. Mais délivre-nous du mal. Le règne, la puissance et la gloire de Christ. Amen. Merci tout le monde. Je remercie d'abord Caroline qui s'occupe des affaires de la biodiversité et le changement climatique au mouvement Laudato Si. Et je remercie aussi les intervenants et intervenantes d'aujourd'hui, Anne de Trio, Harry Mouhia. Grand merci beaucoup. Merci à Sœur Générose, Sœur Sylvie, Nadine, Gisèle. Merci à Serge Mouleboussa, elle nous a aidé beaucoup à organiser ça. Et derrière aussi, dans la cabine technique, nous avons Ashley Kiticia qui aussi travaille avec le mouvement Laudato Si, en charge des programmes liés aux combustibles, les campagnes contre les combustibles fossiles. Elle nous aide aussi techniquement. Je remercie tout le monde de votre participation active, sans oublier notre interprète, Raoul, qui nous a bien aidés. En tout cas, j'espère que ça commence. Ce n'est pas le dernier webinaire sur ce point. Il y avait beaucoup de questions et nous avons beaucoup à dire, nous avons beaucoup à décider, nous avons beaucoup à faire. Nous allons continuer ce dialogue parce que le mouvement Laudato Si est mis pour mettre en œuvre le message qui est dans la lettre encyclique du pape François. Et le premier appel du pape François dans la lettre encyclique Laudato Si, c'est un appel pour un dialogue, et un dialogue qui est global. Et voilà, nous sommes ici réunis de la part de beaucoup de pays, Afrique, Europe, et peut-être aussi nous avons des autres de la part d'autres continents. C'est déjà un dialogue global. C'est comme ça que nous construisons une solidarité et ça va nous mener à des étapes, ça va nous encourager aussi, nous aider à former une vision commune, une force peut-être qui va résoudre tous les problèmes qui ont été mentionnés. Alors, nous sommes les agents du changement
Et il n'y a pas d'autres qui trouveront de solutions. Nous avons les solutions et ensemble, nous allons trouver plateforme et opportunité de mettre ça en œuvre. Je vous encourage alors dans tout ce que vous êtes en train de faire. Nous allons rester en contact. Je sais que ce webinaire a été enregistré. On va vous partager le redifféré. Et j'espère aussi que la présentation de Anne Dutrio et Henri Mouhia nous seront partagées aussi pour que nos participants aujourd'hui puissent aussi bénéficier des connaissances et des informations que vous avez partagées. Et je dis merci Steven Kezamutima, j'étais aussi le modérateur de ce webinaire et c'était un bon webinaire, même s'il y a peu de minutes de plus à notre programme, quand même c'était une bonne plateforme. Je dis au revoir et grand merci à tout le monde. Vous pouvez aussi vous dire au revoir dans votre langue natale. Au revoir. Au revoir. Là. Bye bye. Bye.